Sorcellerie de l'écrivain. Vous excuserez ma tête fatiguée et ma petite voix. Vous avez peut-être vu dans l'onglet communauté, mais j'ai mon dernier petit chat qui est décédé ce matin. Et je me retrouve du coup avec une envie folle d'essayer de m'occuper l'esprit avec une lecture soit complètement légère, soit enfin un truc qui prenne pas trop le chou et il faut pas trop réfléchir en gros. Mon choix s'est porté sur Kéléana de Sarah J. Maas. Vous vexez pas si je dis que c'est une lecture où il faut pas trop réfléchir, mais on est sur du roman jeunesse normalement. Je dis normalement parce que je suis pas extrêmement convaincue que la série à Cotard en soit vraiment un roman jeunesse. Mais pour vous resituer tout ça, j'ai pris quelques petites notes. Alors déjà, mon petit rapport à Sarah J. Maas, c'est qu'il y a peut-être 2 ans, j'ai lu la série sur un palais d'épines et de roses, donc à Cotard. J'ai tout lu en une quinzaine de jours. Je crois que c'est 4 livres et une novella. Je ne sais plus s'il y a des nouvelles ou pas, mais je ne les ai pas lues. C'est une lecture que j'ai trouvée assez laborieuse. J'avais beaucoup de mal à entrer dans l'univers, beaucoup de mal à m'attacher aux personnages. Je trouvais la plume pas folle, mais il y avait un truc qui m'intéressait. Des petites choses en termes de world building, de mythologie. J'arrivais pas tellement à définir le truc, mais j'avais une envie, et d'un autre côté, je trouvais que c'était mal foutu. L'un dans l'autre, du coup, j'avais envie de continuer quand même si j'avais l'impression que ce côté mal foutu l'emportait sur le reste et faisait que j'avais un peu une impression de gâchis au niveau de la lecture. Là, on est vraiment sur mes exigences de lectrice. Et aussi, je pense très honnêtement, très objectivement, sur la qualité d'écriture de Sarah J. Maas. Après, ça s'est amélioré un peu, après le premier livre. Un peu d'un livre à l'autre, sauf la novella, j'ai trouvé qu'elle était absolument inutile, c'était vraiment du fanservice. Je crois que dans le deuxième livre, j'ai commencé à apprécier Fer et Rysande, les 2 personnages principaux, spoiler pour ceux qui n'ont pas lu Un palais d'épines et de roses, jusqu'à ce qu'ils me sortent par les yeux parce qu'ils sont devenus Monsieur et Madame Parfait, donc le couple parfait. Il y avait toujours ce côté, cette chose en fait qui m'accrochait de plus en plus, un world building de plus en plus présent, un petit peu travaillé mais toujours mal foutu, des personnages secondaires plus intéressants que les personnages principaux. Donc je parle des sœurs de fer, oui je dis fer moi, Nesta et Hélène. Je parle de l'Inner Circle de Rysande, donc c'est Cassian et Beau Gosse avec ses ombres, je sais plus comment il s'appelle, Azriel. Et les 2 nanas, donc Amren et Morgwen, un truc comme ça. Morgwen. Mais le truc qui était un peu chiant, c'était la tartinade de clichés. C'était les méchants en carton, sauf le roi Hiberne. Le roi Hiberne, il est pas mal. De quoi ça cause? Donc, un palais d'épines et de roses, dans un monde de fantaisie. Il y a les royaumes des fées qui sont séparés des royaumes humains par un grand mur depuis des siècles. Ça n'interagit plus entre les fées et les humains. Chacun vit de son bord de la frontière. Fer soutient sa famille en subvenant aux besoins, en chassant, etc. Papa ne peut pas le faire parce qu'il est handicapé. Les 2 frangines ne peuvent pas le faire parce que ce sont des gourdes. Fer, elle suit une biche qu'elle veut abattre pour nourrir sa famille, mais un loup énorme menace de tuer cette biche et de la lui voler, donc Fer abat les 2 animaux en se disant merde, c'est quand même un loup qui est vachement grand, peut-être que j'ai tué une fée, enfin un faé. Effectivement, elle a tué un faé, donc quelques jours plus tard, une grosse bébête très en colère déboule dans la maison. Et le deal, c'est une vie contre une vie. Tu as tué un faé, donc soit je te tue et nous sommes quittes, soit tu viens vivre avec moi dans le royaume faé à tout jamais. C'est le départ pour une aventure pleine de marissous, de prophéties, de clichés usés jusqu'à la corde, de tensions sexuelles à fond les ballons et même de scènes sexuelles par la suite. Je trouve pas qu'il y en avait une abondance. Je trouve qu'il y a surtout une espèce de tension sexuelle tout le temps présente qui est un peu saoulante, enfin beaucoup. Une manière aussi dont
cette tension sexuelle, les personnages en font profiter tout leur entourage, ce qui me gêne profondément. Et en gros, Un palais d'épines et de roses et les livres suivants, ça a été publié aux US entre 2015 et 2021. En France, entre 2017 et 2021, c'est une série qui est encore en cours. Il y a une troisième série qui s'appelle Crescent City, qui est pour le moment une trilogie et qui est toujours en cours, qui est plus récente. Et Kéléana, c'est quoi? On est sur la première saga littéraire de Sarah J. Maas, publiée en Amérique entre 2012 et 2018, puis entre 2013 et 2023 en France. C'est une série, il me semble, qui est toujours en cours d'écriture. Le pitch que j'ai honteusement piqué sur je ne sais plus quel site: Kéléana, membre de la secte des assassins et opposée au pouvoir du roi, est emprisonnée dans les mines de sel d'Andovière depuis plus d'1 an. Pour gagner sa liberté, Kéléana doit représenter le prince d'Orient, j'ai pas compris qu'il s'appelait comme ça, dans un tournoi à mort dont l'unique survivant devra servir le roi pendant 4 ans. Donc pour le moment, 7 livres, beaucoup de novellas et de nouvelles en VO, j'ai l'impression. Je l'ai en format e-book, je sais plus si je l'ai acheté au cours de l'OP All Star ou l'OP Brajlon, un truc comme ça. Je sais plus, ça remonte. Et ce sont des chapitres qui sont courts, il y en a 55 au total. J'ai lu les 3 premiers chapitres. C'était publié d'abord sur Fiction Press, qui est un peu fanfiction.net, mais version écrits originaux. Et je dis juste ça comme ça, hein. Mais pour le moment, je n'ai lu que 3 chapitres, donc je n'ai pas grand chose à en dire. Pour le moment, l'impression que j'ai, c'est que Kéléana, donc qui est une assassineuse, je trouve ce terme ultra moche. Donc c'est supposé être l'assassineuse la plus célèbre et redoutée de tout le royaume. Et en gros, le prince va la rechercher dans les mines parce que elle a été condamnée aux mines parce qu'elle a dû tuer pas mal de gens. Enfin, tout le monde a peur d'elle, etc. Sauf que sinon, son identité a tellement été bien cachée que rien que son nom, en fait, fait flipper tout le monde. Et les gens ne savent pas qui est un peu derrière ce nom-là. Sauf que Kéléana, c'est une gamine. J'ai l'impression, je ne sais pas si elle est majeure ou pas. Et elle a été ramassée par je sais pas qui de la secte des assassins quand elle était gamine, quand elle avait 8 ans. Et elle subit un entraînement depuis, donc elle a une petite carrière d'assassineuse derrière elle. J'ai l'impression que c'est un personnage qui est très cliché. Et j'ai l'impression que ça va être un livre qui va être aussi plein de clichés. Parce que là, vous comprenez bien, elle était dans les mines, donc elle n'est pas propre. Et le prince, il est beau, il a des yeux bleu mer du sud. Le garde, il n'est pas beau, mais il a l'air fort. Et Kéléana, elle est tellement forte que elle a 6 gardes qui l'escortent. Mais elle est tellement forte, mais peut-être que le prince, il a tellement confiance en ce qu'il va lui proposer qu'au moment de faire le deal avec elle, tous les gardes s'en vont. Il reste juste le chef des gardes qui est un peu pas beau, le temps qu'il fasse le deal. Sauf qu'apparemment, c'est une nana qui avait quand même réussi quelques mois auparavant à tuer une douzaine de personnes de garde alors qu'elle est enchaînée, s'enfuir des mines et quasiment franchir le mur. Donc vous voyez, Marissou, elle va prendre un bain, là je suis sûre qu'elle va être trop belle après. Pour le moment, ça ne me gêne pas trop tout ça. Je suis pas non plus, en termes d'enthousiasme, il est bas au plafond, je suis moyen, c'est facile à lire, pourquoi pas. Je manque vachement de description, à part les bleus mer du sud et le côté doré chez Kéléana. Le roi, donc le père du prince d'Orient, ça a l'air d'être un méchant pas beau, qui a l'air de régner de plus en plus sur les pays autour de lui. Et bon, pour le moment, il y a très peu de world building, donc j'en sais pas plus. Elle est dans un palais, il n'y a que d'elle comme description. On lui vend un petit peu sa liberté. Ça a l'air d'être un personnage, Kéléana, qui est plein de morgue, arrogante, mais arrogante pourquoi? Parce que c'est l'assassineuse la plus célèbre du royaume, mais elle s'est quand même fait avoir. Parce qu'elle a été arrêtée, qu'elle a été balancée dans les mines. Donc je sais pas. J'ai d'un côté moto, j'ai voiture. C'était pas à 30. J'ai d'un côté l'impression de cliché ambulant.
mais après on peut jouer avec les clichés. Mais c'est les premiers livres de Sarah Dimas, donc je suis pas non plus archi convaincue. Et le but de ce vlog lecture, bon, j'ai pas envie de dézinguer le bouquin non plus, parce que je vois pas trop l'intérêt, mais c'est de voir aussi si je m'enchaîne tout, parce que je crois qu'il y a 7 livres. Donc voilà, on va voir. On se retrouve d'ici quelques chapitres, parce que j'ai pas envie de faire une vidéo qui dure 14 heures. Et à tout bientôt. J'espère que vous allez bien. Bonjour, j'ai toujours une tête un peu fatiguée, on est le même jour. J'ai avancé un petit peu dans Kéléana. Donc là, je suis à 20% à peu près. Attendez, je vérifie. Je suis à page 72 sur 360 et quelques, donc ouais, je suis à 20%. J'ai pris des petites notes parce que je suis sérieuse. Donc, si j'étais pas complètement emballée par les 3 premiers chapitres, mais ce n'était que les 3 premiers chapitres sur 55, ça va un peu mieux. Et en fait, j'ai l'impression que mon intérêt pour les romans de Sarah Dimas, ça fait ça. Une belle sinusoïde. Sinusoïde, je ne sais plus comment ça se dit. On est donc dans un univers où la magie n'existe plus, mais la pratique de la magie est interdite, donc des gens sont aussi réduits en esclavage parce qu'on les a accusés de l'avoir pratiqué, et ils travaillent dans les mines de sel, donc c'était bien des mines de sel, c'était en plus dans le résumé, vous voyez que j'avais déjà zappé l'info en première partie. Et bref, autour de ces fameuses mines là que Kéléana quitte, c'est pas facile à dire, avec le prince d'Orient, le garde Chaos, Chaol ou Kaol, Chaol, j'aime bien Chaol. Je suis pas une grande fan du prénom. Bref, il y a le prince d'Orient, il y a le chef des gardes qui s'appelle Chaol. Et elle est escortée par d'autres gardes, évidemment, parce qu'elle est dangereuse, etc. Quand ils sortent des mines de sel, j'ai oublié les noms, pour rejoindre la capitale où il y a le fameux Throne of Glass, le château de verre, ils traversent ou ils longent au moins les reliques d'une forêt dont des habitants, avant, étaient des faées, des gnomes, etc., des créatures féeriques. Le roi d'Adarlan, donc le père d'Orient et d'un autre prince, Olin, je ne sais plus, c'est un roi tyran qui a banni la magie, qui conquiert les pays autour de lui, donc qui est toujours plus ou moins en guerre contre tout le monde. Il a fait brûler des livres qui contenaient du savoir magique parce qu'il a interdit la pratique de la magie. Ce qui fait que, pour se protéger, les faées, les espèces féeriques se sont retirées dans des contrées sauvages. Donc, il y a même une mention que Kéléana, elle a peut-être pu avoir des pouvoirs magiques. Donc, il y a une espèce de truc assez bizarre où on nous dit qu'il y a eu de la magie, mais ça n'existe plus, mais c'est quand même interdit. Peut-être que Kéléana, elle en a eu, peut-être que ça peut revenir. Les faées, les créatures féeriques, tout ça, c'est mort, mais ils sont quand même réfugiés dans des contrées sauvages. Vous voyez, vraiment l'impression qu'on dise d'un côté quelque chose et pour dire autre chose, la phrase suivante. Donc soit c'est quelque chose de pas clair du tout, où il y a par exemple un discours officiel, des discours qui sont officieux, hein, jouer un peu sur des niveaux d'information différentes comme ça, mais je crois surtout que là c'est que je pense que Sarah Dimas, elle gère pas son truc. Je pense. Et donc par contre, ouais, dans les premiers chapitres, je manquais de world building que je trouve là. Ça se développe beaucoup plus, il y a plus de descriptions, sans que ce soit non plus des tartines à la... Moi, les tartines de Tolkien, je les aime. Celles de Victor Hugo, je les trouve trop longues. Et les thématiques, en fait, justement, de la magie qui n'existe plus, ça, c'est des trucs que j'aime beaucoup. Donc pour le moment, ça me donne envie. Et pareil, l'assassineuse, le personnage de Kéléana, j'ai l'impression qu'elle a quand même qu'elle est décrite de manière assez particulière. Elle est blonde très claire, dorée, elle a plus ou moins de l'or dans les yeux aussi, mais elle a des yeux bleus.
Elle est extrêmement pâle, mais parce qu'elle a vécu des mois et des mois, je crois qu'elle a vécu 2-3 ans dans les mines de sel où elle était réduite en esclavage. Donc elle est quand même pas dans un état tip top en termes de santé quand elle se fait recruter par le prince d'Orient. Et elle est définie comme un personnage qui a beaucoup subi et qui refuse d'être le jouet de son destin. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup parce que ça promet. Mais il y a un premier assassinat à l'âge de 10 ans. Je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas. Vous voyez, il y a quelque chose quand même de... J'y crois plus à Kéléana que le peu que j'ai pu croire à un palais d'épines et de roses, que je trouvais vraiment pas bon. Kéléana, je le trouve plutôt maladroit, mais je le trouve peut-être plus prometteur. À voir après ce que ça va donner. Et le truc qui est particulier aussi avec Kéléana, c'est que donc là, elle n'est pas au top de sa forme, ce qui est normal. Elle crevait la dalle, elle dormait pas comme il fallait, elle était toute crado. Elle se faisait taper dessus, elle a des blessures qui se sont jamais refermées parce qu'on les frottait avec du sel. Et par contre, elle passe son temps à se dire si je m'échappe, il faut que je fasse ci, enfin que je neutralise, donc que je tue ces 6 personnes, que je rejoigne le mur, etc. Elle passe son temps à former des plans dans sa tête pour s'évader, des plans plutôt sanglants, et en fait, elle fait rien. Oui, elle est certes pas en état de faire quoi que ce soit. Tout le monde est flippé par cette légende autour de l'assassineuse, mais peu de personnes savent que Kéléana est l'assassineuse. En fait, les gens vont pas la reconnaître. Mais ça fait un côté un peu toc. Et je trouve qu'on a aussi, au niveau des échanges entre Kéléana et le prince d'Orient, ils sont pas encore vraiment à se tourner autour de vouloir se séduire. Ils sont plus dans un jeu de séduction ou à essayer un petit peu d'appréhender qui c'est qui est en face en fait. Et Kéléana, j'ai l'impression, c'est juste une impression, qu'elle a jamais eu de vraie relation avec personne dans sa vie. Après, c'est peut-être aussi son métier d'assassineuse qui a fait ça, mais j'ai quand même une impression où tout le monde fait semblant. C'est peut-être le fait que c'est à la cour. Vous voyez un truc un peu à la Archibald de la passe miroir, le dandy qui maîtrise à fond son environnement, qui blague beaucoup, mais qui est un peu désabusé sur les bords. Enfin, une ambiance de cour en fait où tout le monde se jauge et tout le monde se juge et où tout le monde fait semblant. Du coup, j'ai vraiment une impression de quelque chose de faux, d'artificiel et de pas forcément maîtrisé de la part de l'autrice, de Sarah J. Maas. À voir. Hein. Je suis pas du tout en train de décrocher, je suis pas non plus complètement emballée. Ça se lit. Je trouve que là, une fois que j'ai dépassé les 3 premiers chapitres, c'est plus riche, ça me donne un peu plus envie, mais comme je vous disais, l'envie, elle fait ça. Donc, faut pas non plus tenir tout le temps son lecteur en haleine et du tout début jusqu'à la toute fin et ne pas le laisser respirer. Mais là, j'ai une impression de... Ouais, on va faire une cour où tout le monde fait semblant, mais c'est une impression de mal fait, un peu, vous voyez. Après, pourquoi pas, hein. Ça va peut-être s'améliorer par la suite. Et j'ai cru entendre aussi que le premier, il était moins bien que les suivants, ce qui était le cas aussi pour Un palais d'épines et de roses. Donc moi, je suis pas sûre que je vais forcément tout lire de Sarah J. Maas. Celui-là, pour le moment, il n'y a rien à mes yeux de problématique, mais bon, j'ai lu que 10 premiers chapitres sur 55, c'est pas grand-chose, hein. Mais à voir, à voir. Donc voilà, je vous laisse là. Je vous reprendrai peut-être ce soir encore avec ma tête de fatiguée triste. Et oui, putain, j'ai vraiment une tête de fatiguée triste. Ça ira mieux demain. Bah écoutez, pour le moment, Kéléana, ça fait le job. Je suis pas agacée, mais je suis peut-être trop fatiguée pour l'être. Allez, à tout de suite pour la suite. Bonjour à tous, nous sommes le lendemain, mercredi 21 août. Vous voyez que ma table derrière, elle est en bordel parce que j'ai reçu un colis. D'ailleurs, j'ai un carton là, j'ai des bières là, que
que j'ai pas rangé parce que j'avais pas de place, puis un peu la flemme, bref. J'ai avancé dans la lecture de Kéléana, du premier tome de Kéléana, donc j'en suis à 50%. Ça se lit, honnêtement, ça se lit. Je trouve j'irai pas jusqu'à dire que c'est page turner parce on va dire mon attention n'est pas à fond les ballons tout le temps, mais ça se laisse lire. Et en fait, je crois que le truc, c'est que Sarah J. Maas, ce qu'elle sait faire, c'est faire du divertissement. Et moi, le côté, on va dire, purement divertissant, c'est pas un critère qui va être très important pour moi. Je pense que je suis un peu boubourge en fait en termes de critères d'appréciation des livres et je l'aime bien, ça se lit ma foi, c'est pas mal. Ça fait un peu lecture de plage, quoi, vous voyez. C'est ce que je recherchais, hein. Moi, je voulais un truc facile à lire, pas compliqué, qui ne demande pas une concentration de fou. Je voulais quelque chose de simple. Vous vexez pas quand je dis ça, hein. Je voulais quelque chose de simple et de facile à lire. Et c'est ce que j'ai trouvé via Kéléana. Donc, je me dis, bingo. Je suis donc arrivée à 50%. J'ai lu, je crois qu'on a fait un bond, on est passé là du 11e livre, du 11e chapitre au 27e. Comme on commence quand même à bien rentrer dans l'histoire, là je vais relire un peu mes notes, mais je vais pas trop rentrer dans les détails pour pas vous spoiler. Mais on a quelques chapitres d'entraînement ou de compétition. En général, c'est pas mes préférés parce que j'aime pas le sport, mais ça va. Ça va, ça se lit, ça dure pas 3 plombes. Kéléana, je la trouve quand même pas mal cheatée, donc un peu Marissou. Parce qu'elle excelle en tout, mais on lui a dit déjà de ne pas briller en début de compétition pour que les concurrents de cette espèce d'Hunger Games s'éliminent les uns les autres et qu'elle soit nommée championne par le roi en fait quand il reste plus grand monde et que là elle peut faire montre de tous ses talents. C'est un personnage elle est très sûre d'elle, elle est arrogante, mais je trouve que ça fait un peu partie du personnage. Elle n'est pas agaçante, je la trouve pas agaçante, ça va. Elle n'est pas présentée aux yeux du monde sous le nom de Kéléana, parce que Kéléana, c'est le nom de l'assassineuse, donc tout le monde flippe. J'ai l'impression que c'est quasiment un nom de croque-mitaine, entre guillemets. Un nom qu'on agite et qui fait peur dans les chaumières. Donc elle n'est pas sous ce nom-là, elle est sous le nom de Liliane, je sais plus quoi, une vendeuse de bijoux d'une petite ville. D'ailleurs, ouais, je veux dire un petit truc aussi au niveau du world building. C'est que là, oui, on a une carte, etc. Mais je trouve que ça manque un peu de matière. Parce que on va dire que c'est une voleuse de bijoux qui vient de cette ville-là, c'est nommé. Ouais, c'est cool. Sinon, moi, je vends des cartes postales à La Rochelle. Est-ce que ça dit ce que c'est La Rochelle comme ville? Non. Si je vous dis pas que c'est en bord de mer, que c'était un port, où il y avait beaucoup d'armateurs esclavagistes, où il y a Fort Boyard, où était tournée l'émission Fort Boyard, bah en fait, si vous faites pas de recherche, d'autant plus si on est sur une ville fictive, bah en fait on s'en fout complètement. Tous les noms en fait comme ça, moi je les retiens pas du tout parce que c'est pas du tout caractérisé. C'est pas gravissime. Pour le moment en fait, Kéléana elle reste au même endroit. Elle était à la mine, il y a eu le trajet de la mine jusqu'au château et elle est au château. Point. Pour le moment c'est ça. Et bref, ça manque un peu de vie autour. Ou alors, ce qui se passe autour, c'est juste rapporté, c'est dit. C'est très tel et pas chaud. Parce que on sait juste que le roi, par exemple, il est en guerre contre pas mal de pays, encore des pays contre lesquels il n'a pas été victorieux, donc la guerre perdure. Mais voilà, c'est tout. On ne sait pas plus.
On sait juste qu'il a une volonté d'expansion, qu'il a interdit la magie, qu'il a fait brûler des livres et qu'il a pas l'air très gentil. Mais grosso modo, on ne sait pas beaucoup plus. Vous voyez, vraiment le côté, ça manque un peu de matière. Alors sinon, je reste sur le sport et l'entraînement. Il n'y en a pas beaucoup. Le truc que je trouve pas très cohérent, c'est qu'on a Kéléana, donc une jeune fille de 18 ans, qui a passé 2-3 ans dans les mines parce qu'elle s'est fait arrêter en tant qu'assassineuse et que c'était pas bien, donc elle est partie dans les mines de sel. Ce qui fait que niveau petite santé, elle a été affamée, battue, pas soignée, tout ce qu'on peut imaginer de mauvais traitements envers un humain, pas de mauvais traitements sexuels. Mais bref, normalement, elle n'est pas censée être dans une forme olympique, sauf qu'elle doit récupérer la santé qu'elle avait avant, c'est-à-dire reprendre du poids, se muscler, s'entraîner pour à peu près l'équivalent des Jeux Olympiques, tout ça tout en récupérant une santé. Alors moi je peux vous assurer que les médecins du sport, ils vont pas vous dire ah oui, vous avez été sous-alimenté, vous avez eu une hygiène de vie dégueulasse pendant 3 ans et vous devez vous entraîner pour le décathlon. Allez-y. Non. Donc Kéléana, elle fait tout ça en même temps. Ce qui fait que peut-être qu'elle a une constitution qui fait que elle arrive à le faire. Parce qu'effectivement, elle arrive à le faire. Elle commence à nouer une relation particulière avec le prince d'Orient. Donc c'est celui qui était la chercher dans les mines pour qu'elle soit sa championne, pour qu'elle gagne le fameux tournoi et soit nommée par le père, par le roi, du coup championne de... je sais même plus pourquoi en fait il y a ce tournoi-là d'ailleurs, mais bon. Ils ont noué une relation particulière parce que la petite cocotte, il faut bien qu'elle s'occupe quand elle n'est pas en train de s'entraîner ou de faire ses compétitions contre les autres concurrents. Donc, elle lui a demandé si elle pouvait emprunter des livres dans une immense bibliothèque qui contient des millions de livres. 1 million de livres la dernière fois qu'ils ont compté. Et du coup, Dorian a dit ok. Et ils ont commencé à échanger très brièvement là-dessus, où en fait il lui a fait apporter 7 livres qu'elle a lus, etc. Mais là pareil, je trouve que ça manque de matière, parce que ok elle lit, et ils en parlent, mais c'est juste dit comme ça. Elle a lu le livre, elle lui a dit qu'elle l'avait apprécié, voilà. Elle lit quoi ? Des bouquins sur le jardinage et le macramé et comment bouturer tes tomates ? Ou est-ce qu'elle lit des bouquins de stratégie militaire, des bouquins d'histoire, des romances ? Parce que ça peut peut-être être utile de savoir, déjà rien que de savoir qu'est-ce qu'elle aime. On sait qu'elle aime lire, mais lire quoi ? Parce que c'est pas la même chose de se spécialiser dans le bouturage de tomates et dans comment bien éliminer ses gourmands de ces plantes de tomates, ou un truc sur la physiologie, par exemple, sur le fonctionnement du corps, comment mieux se tenir pour tirer à l'arc et aux flèches, par exemple. Et je trouve que là, pareil, on manque un peu de matière. C'est un prétexte pour servir de support à la relation entre Dorian et elle, mais bon, elle lui a demandé s'il était ok qu'elle lise, il lui a dit ok, tiens, je te file ça, et ils ont bien aimé. Ça valait le coup de le dire, hein. Et il y a un petit peu un jeu de séduction comme ça, légèrement, avec Dorian, un petit peu aussi avec Kaol, le chef des gardes. Le chef des gardes, il est beaucoup plus méfiant à l'égard de Kéléana. Donc Kéléana, l'assassin la plus... Je suis désolée, assassineuse, je trouve ça très moche. Kéléana, l'assassin la plus dangereuse du pays, que le prince va visiter le soir comme ça dans sa chambre, seul. Sérieusement.
Donc au niveau des épreuves, elle s'est un petit peu illustrée lors d'une épreuve, elle a montré son agilité, elle a sauvé un de ses concurrents. Donc ça montre que quand même si c'était une tueuse à gages, grosso modo, parce qu'elle fait partie d'une guilde, elle faisait partie d'une guilde d'assassineurs ou assassineuses. Elle a quand même une certaine ligne de conduite. Elle n'est pas d'accord qu'il y ait des esclaves, parce que c'est quelque chose qu'elle a subi aussi. Je pense qu'elle est assez sensible à ça, mais c'est juste nommé. Est-ce qu'on peut pas mettre, par exemple... Enfin, c'est juste nommé, par exemple, que quand elle voit quelqu'un qui est identifié comme esclave, ça lui fait un peu mal au cœur. On sent juste ça. Mais c'est juste en passant. Donc, est-ce que ça va être développé plus longtemps après? Est-ce que le fait qu'elle a sauvé la peau d'un de ses concurrents, ça va mener à une alliance entre eux? Pour le moment, rien de plus. On commence aussi à avoir une amitié qui naît entre Keleana et une princesse qui vient d'un autre pays, qui est en guerre avec le pays d'Adarlan, là où ils sont. Elle a été envoyée au pays d'Adarlan pour peut-être épouser un noble. Je me demande si c'est pas pour faire un peu d'espionnage. Et de l'autre côté, Adarlan se dit celle-là, on va se la garder sous le coude parce qu'au cas où, elle peut servir d'otage. Donc ça a été nommé. Sachant que c'est une princesse qui ne parle pas très bien la langue du pays d'Adarlan, et sachant qu'il n'y a pas grand monde qui parle à peu près correctement sa langue. Donc tout de suite, c'est pas évident. Mais Keleana parle un peu sa langue, parle plutôt bien sa langue. Pas parfaitement, mais elles arrivent à communiquer toutes les deux, à plaisanter, etc. Elles se rapprochent par ce biais-là, du coup. Et petite nouveauté qui avait été... Là, j'ai trouvé que c'était bien foutu. Elle a fait un beau foreshadowing là-dessus. Donc, on a des assassinats de concurrents de Keleana, des trucs qui sont assez sauvages. Genre, ils ont le visage arraché, sont éventrés, tout ce qui est à l'intérieur est parti. À un moment, les soupçons se posent sur elle. Mais de l'inquiétude aussi. Parce que le prince, mais surtout le chef des gardes, Kaol, je sais pas comment ça se dit, sont inquiets à ce qu'elle subisse le même sort. Mais est-ce que c'est pas elle? Donc non, on est du point de vue de Keleana, c'est pas elle. Et par contre, comme elle est laissée pas mal dans sa chambre, donc elle a une suite, un petit appartement grosso modo, elle a une chambre, elle a un salon, salle de bain, une petite bibliothèque, salle à manger, bref, elle a un petit appartement. Et elle va découvrir un passage secret qui est caché dans sa chambre. Elle se demande comment ça se fait qu'il est là, parce que ça veut dire que si on l'a mise dans cette chambre-là, soit c'est pour... Bon, elle n'a pas poussé la réflexion là, mais soit c'est pour qu'elle trouve ce passage secret et qu'elle aille à un endroit qui est desservi par ce passage, soit personne ne sait que ce passage existe. Et donc il est ancien. Et là où le foreshadowing il était bien, c'est que j'ai l'impression que ça jette des ponts avec des petits indices qui avaient été mis avant. Je ne vais pas les nommer parce que ça va être trop facile. Mais, enfin, ça va être trop facile. Non, je ne vais pas les nommer parce que si vous lisez ce livre-là, j'ai pas envie de vous gâcher le plaisir. Mais ça reste encore, pour le moment, là où j'en suis, super mystérieux. On sait qu'il y avait des choses, le château de verre lui-même qui fait peur à Keleana. Elle ne sait pas pourquoi, elle est très mal à l'aise par rapport au château de verre. Elle a peur qu'il se brise, ce qui fait qu'elle est en dessous du château de verre, elle est dans le château de pierre, où là ça va, elle se sent plus sécurisée. Et là encore, c'est juste nommé, on reste en surface, on n'est pas sur un truc qui est creusé. Mais il y a des choses qui étaient dans ce château, qui étaient accessibles à tout le monde, qui étaient un peu étranges, qui ont été décrites plusieurs fois. Il n'y a pas tant que ça de choses qui sont décrites précisément. Et parmi ces choses décrites précisément, il y a cet endroit, ces objets, ces signes, je vais rester vague, qui commencent un peu à s'expliquer
par rapport au passage secret, éventuellement aussi par rapport aux assassinats, mais je suis pas sûre. Parce que là où j'en suis pas sûre. Et là, on se raccroche un peu avec cette idée de créatures féeriques qui ont disparu, qui sont morts, qui se sont retranchés quelque part dans des contrées sauvages, dont le savoir a été perdu, la magie qui n'existe plus. Je reste à la fois volontairement vague parce que je suis pas assez avancée dans l'intrigue pour en savoir plus, et aussi pour un peu noyer le poisson pour pas vous en dire trop. Mais ça m'intéresse. On est quand même sur des personnages qui sont globalement Marissou, hein, mais ouais, c'est agréable, quoi. C'est la lecture de plage, franchement. C'est ce dont j'avais besoin. Donc, c'est ce que j'ai trouvé. On se retrouvera peut-être quand je serai à 75% ou quand je finirai, on verra. Parce que là, j'ai pris mon temps. Et à tout de suite. Coucou tout le monde, bienvenue pour ce 4e segment vidéo. Nous sommes le jeudi 22 août et je suis arrivée aux 3/4 de Keleana. J'ai pas pris tant que ça de notes, donc ça va être assez rapide, mais j'aime bien. Donc là, j'ai lu les chapitres 27 à 39. J'ai l'impression que... Enfin non, c'est plus qu'une impression. Il y a un rapprochement entre Keleana et le prince d'Orient, mais ça reste très chaste, très timide, même quand on est dans leur esprit. Enfin, ils sont pas chauds comme la braise, et je trouve ça assez mignon, parce qu'on reste sur du jeunesse, et le désir amoureux, il est abordé de manière assez en surface. Enfin, vous voyez, pas le côté où justement, enfin très animal, mais vraiment le côté plutôt beaucoup trop mignon, entre guillemets, de très jeunes gens de 18-19 ans qui se tournent autour. On comprend aussi rapidement que Shaol, le chef des gardes, il admire Keleana pour son parcours et pour ce qu'elle est aujourd'hui. On aborde un petit peu un genre de petit triangle amoureux à base de bisous sur la joue. Et on comprend aussi que ça ferait mal à Keleana qu'il arrive malheur au prince, donc à Dorian, ou au capitaine de la garde, Shaol. Après, je trouve qu'on reste quand même sur quelque chose de très fanfic, entre guillemets, parce que hormis les 3-4 personnages principaux, donc Keleana, Shaol, le prince d'Orient, éventuellement la princesse qui vient d'un pays lointain, on n'a pas grand monde en fait qui est caractérisé, et même ces 3-4 là sont quand même joyeusement désincarnés, comme j'avais mis au niveau de mes notes. Et il y a des choses qui me rappellent un peu à Cotard, où souvenez-vous, il y avait une fête et tout ça, mais là en très mignon, tout mignon. En très tout mignon, Keleana va se rendre à une fête. Et en fait, avant ça, elle a adopté un chien un petit peu l'avorton de la portée d'un chenil d'Orient. Dorian qui avait prévu de faire abattre ce chien-là parce qu'il était mis de côté par sa mère et qu'il était petit, en fait, il était chétif. Et en truc très fanfic aussi, il y a Dorian qui a offert un énorme paquet de bonbons à Keleana à l'occasion du Yulemas, donc c'est Noël. Noël, c'est Christmas en anglais, et on parle aussi de la fête de Yule. Donc là, elle a fait fusion. Et en fait, elle s'empiffre de ses becs au petit-déj, avant de se lever, jusqu'à en avoir les dents rouges. Donc, on a un petit peu d'intrigue aussi, où il y a une des antagonistes de Keleana qui veut mettre le grappin sur le prince d'Orient, et on sent en fait qu'elle veut vraiment mettre le grappin sur le prince d'Orient, quelque part parce qu'elle ne peut pas faire grand chose d'autre. Elle ne peut pas être grand chose d'autre dans cette société que la femme d'eux. Parce que c'est une femme
c'est une fille qui vient d'une bonne famille, etc., qui a l'air d'être fortunée, mais j'ai l'impression qu'il lui manque les titres et les terres, et peut-être le pouvoir. Et je pense que les seuls moyens d'obtenir des titres, des terres, du pouvoir, c'est un bon mariage, ou voire un très bon mariage. Et ce qui fait que j'aurais tendance à m'en méfier aussi. Donc on est un peu sur de la rivalité féminine là. Bon, je suis moitié convaincue, mais ça se lit. Franchement, ça se lit, ça fait le job. J'irai pas jusqu'à dire que c'est intéressant, mais je pense que je lirai la suite parce que c'est facile à lire, c'est cool. Il y a pas eu tant que ça d'action en plus là depuis les meurtres et compagnie. C'est juste mentionné qu'il y en a d'autres d'autres concurrentes qu'Eleana qui se font dévorer. Qu'Eleana trouve d'autres signes bizarres là, de weird world, ou je sais pas comment ils le disent. Enfin des signes un petit peu magiques dans sa chambre ou ailleurs. En fait, la magie, elle est à ce point interdite qu'il n'y a même pas le droit de prononcer le mot de magie. Donc j'ai envie de voir un peu ce que ça va donner. En plus, j'ai cru comprendre que c'était plus ou moins relié à l'univers d'Akotar. J'ai pas compris comment. Je me demande si c'est pas un espèce de monde parallèle. Donc je suis curieuse. Je suis pas à fond dedans, mais suffisamment pour continuer la lecture. Donc voilà, on se retrouve dans pas longtemps pour ce que je penserai de la fin et du livre dans son ensemble. A tout de suite. Salut, salut! On est vendredi 23 août, il est minuit. Je viens de finir le premier tome de Keleana. Donc bon, ça se lit facilement. Honnêtement, ça se lit vraiment facilement. Et étonnamment, je suis agréablement surprise parce que... Alors, c'est peut-être le fait que là, je suis pas dans une forme olympique, comme je vous ai dit, et que j'avais besoin d'une lecture où il faut pas trop réfléchir, en gros. Une lecture divertissante pour m'occuper l'esprit, etc. C'est peut-être le fait que je sois dans cette humeur-là qui fait que je suis plus indulgente. Mais j'ai préféré ce premier tome à Un palais d'épines et de roses. Donc, au premier tome d'Un palais d'épines et de roses. Parce que alors l'intrigue est plus simple, il y a beaucoup moins de personnages, c'est beaucoup plus resserré. Dans L'Assassineuse, on est dans un monde où il y a de la fantaisie, mais enfin ça ressemble plus à du fantastique, si vous voulez, parce que la magie existait mais a été bannie. On dit que qu'il reste des créatures magiques qui existent à certains endroits, qui sont réfugiées, etc. La pratique de la magie, du coup, est interdite. On est dans un monde où il n'y a plus de magie. Mais c'était, par exemple, contrairement au Trône de Fer, c'est pas il y a si longtemps que ça. C'était pendant la conquête du roi d'Arlan. J'ai vachement de mal avec le nom des lieux, mais le roi du royaume où vit Keleana. Donc c'est un roi qui est conquérant, qui a banni la magie, qui a brûlé des bouquins, des bibliothèques, qui a tué des créatures certainement, et ce qui fait qu'il n'y a plus de pratique de magie. Il y a des soupçons qu'il ait gardé ça pour lui, cette pratique. Il y a peut-être des choses en ce sens-là. Mais bref, je peux évidemment pas vous dire grand-chose, je vais pas vous dévoiler ce qui se passe jusqu'au bout, parce que ça aurait aucun intérêt si vous avez envie de le lire. Mais honnêtement, alors je sais pas pour la suite, renseignez-vous. Mais c'est une lecture que je pourrais conseiller, facile, à des lycéens, peut-être même à des collégiens. Ça peut être un peu graphique, 4e, je dirais à partir de 4e. C'est pas si graphique que ça. Bon, il y a un petit peu de... c'est une assassineuse. Je trouve ce terme terrible, extrêmement moche, mais ça existe. En français. Ouais, j'ai vérifié. Je sais pas pourquoi ils ont traduit comme ça, parce que c'est killer en anglais. Pourquoi pas dire la tueuse?
il voulait pas faire Buffy contre les vampires, peut-être. Bref. On a donc cette nana qui... il y a des faiblesses hein, aussi de scénario, de construction de personnage, parce que elle est célèbre pour ce travail d'assassineuse. Son nom est connu. Les gens ne connaissent pas forcément son visage, parce qu'ils vont penser qu'avec la réputation qu'elle a, elle est beaucoup plus âgée que ses 18 ans. Sauf que elle a 18 ans. Et le truc qui est assez... qui est moyennement crédible, c'est qu'au final, elle est censée avoir des tas de connaissances, d'expériences en arts martiaux, stratégie, des trucs comme ça. Et en fait, ça ne nous est pas tant que ça montré. Et elle est quand même entraînée, mais elle est sans doute plus forte, évidemment, plus forte, plus rapide, etc. Mais je trouve pas ça ultra plausible. Vu comment c'est écrit. C'est pour ça que je me dis, soit on est vraiment dans un peu des faiblesses de premier roman, parce que je crois bien que c'est le premier roman de Sarah J. Maas, soit on est dans de la grosse facilité scénaristique d'un bouquin jeunesse, en gros. Je sais pas trop. Alors ça m'a pas forcément gâché le truc, j'ai fait bon, c'est pas crédible, c'est pas grave, on continue, admettons quoi. Mais ça m'a pas fait lever les yeux au ciel par exemple, ça m'a pas agacé comme dans Un palais d'épines de rose. Je suis pas forcément en empathie avec les personnages, pas vraiment, je vous avouerai. Mais il y avait un truc qui faisait que j'avais envie de continuer. Et un peu comme dans Un palais d'épines et de roses, Un palais d'épines et de roses, on était vraiment dans un monde où les créatures magiques, féeriques, la magie existe encore, sauf qu'ils sont planqués derrière le mur. Donc on a un monde complètement humain où censément il n'y a plus rien de magique. On a un mur magique et toute la magie est derrière. Sauf que il n'est pas censé y avoir des échanges. Et là, si vous voulez, on est un petit peu sur le même mode, sauf que là, la magie est interdite, donc c'est pas tout à fait la même chose. Ça ressemble pas mal. Il y a beaucoup de traits communs avec Un palais d'épines et de roses, sauf que, on va dire, ils sont peut-être un poil plus jeunes, les protagonistes, ce qui fait plus adolescents. Ils sont adultes, hein. Ils ont 18 ans, 18-19 ans pour Keleana et le prince, et Shaol, le capitaine de la garde royale, doit être à peu près aussi dans ces eaux-là. Et ça doit être pareil aussi pour les autres, les intrigants, etc. Donc on va dire, des protagonistes qui sont jeunes, des antagonistes qui peuvent être plus âgés, on ne sait pas trop, 25-30 ans peut-être, qui sont censés être plus expérimentés. Et là, évidemment, comme ça me fait penser un petit peu, ça me donne quelques vibes des Crows, des Six of Crows de Leigh Bardugo. Et je dis pas ça parce que je viens de lire les remerciements et que je ne savais pas, mais Sarah J. Maas, elle a l'air d'être quand même plutôt copine avec Leigh Bardugo. Mais il y a un petit peu, ça tend un peu vers ça, sauf que Leigh Bardugo, elle écrit vachement mieux. Et je trouve que c'est tout à fait un livre, je parle juste de ce livre-là, je ne sais pas comment ça se produit après, parce que dans Un palais d'épines de rose, on va dire sur le plan sexuel, désirs, comment elle va représenter le désir, les relations sexuelles ou des trucs comme ça, on part grave dans du malsain et dans des trucs assez répétitifs. Je trouvais pas que c'était en termes de fréquence, on va dire, de description d'actes sexuels que c'était problématique. Pour moi, c'était plus du côté... c'était un peu crado, quoi. Enfin, ça me mettait mal à l'aise. Et là, on est sur quelque chose de relativement chaste. Ça se fait des bisous, ça se tient la main, en gros. Mais c'est développé tout doucement. Je sais pas comment ça va être développé par la suite. J'ai regardé un petit peu les fanarts.
Franchement, j'ai envie de lire la suite. Je suis pas dans un enthousiasme fou, je vais pas me jeter sur les bouquins tout de suite, mais ça fait le job. Moi, ce que je voulais, c'est un bouquin qui soit divertissant, qui m'occupe l'esprit, qui soit pas chiant à lire, enfin pas compliqué, parce que je pensais que j'étais pas en capacité en fait mardi de, de lire quelque chose qui demandait une grosse concentration. Ça a fait le job, ça a répondu à ce que j'attendais de lui. Et je pense que, vous voyez, moi j'avais l'idée de lire aussi les bouquins de Chrétien de Troyes ou J'ai la source au bout du monde qui m'attend là, donc de William Morris. On est aussi sur un truc médiéval. J'ai le trône de fer qui est derrière moi là quelque part. Ça, c'était trop compliqué. Je vais pas le lire tout de suite. Mais bref, Kéléana, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, peut-être parce que ça reste relativement innocent aussi. Et même si c'est en tant qu'assassineuse qui fait partie de la guilde des assassins, c'est une tueuse à gages en gros. On peut se dire qu'elle n'a pas de moralité, mais elle a un certain code moral. Il y a quelques traits de caractère qui ont été pas forcément dits. Elle est beaucoup dans le, justement pas dans le show don't tell, Sarah J. Maas. Là, elle est beaucoup dans le tell. Et ce qui fait que des fois, je pense que c'est ça qui a fait que je me suis pas tant que ça impliquée sur le plan émotionnel. J'étais bon, bah ouais, enfin elle nous le dit quoi. Mais elle nous a montré par exemple que Kéléana, elle est sensible au sort des esclaves. Et là, il y a une fin. J'ai pris une petite note. Je cite en tournant un peu autour du pot. C'est Kéléana qui parle. Dans un certain temps, je partirai, ce qui mettra fin à toute relation avec vous. Et je préfère ne pas penser au choix que je devrais alors faire. Je veux dire que, dans ce certain temps, je serai libre, ce que je n'ai jamais été de toute ma vie. Et j'aimerais bien savoir comment c'est. Vous voyez, elle est dans un état d'esprit quand même relativement lumineux sur la fin du bouquin. Alors, je vais essayer de revenir un petit peu en arrière. On avait un personnage d'intrigante, donc de antagoniste, qui veut se marier avec le prince d'Orient. Pour rappel, il y a très peu de personnes qui connaissent la véritable identité de Kéléana, qui est présentée comme Liliane je sais plus quoi, qui est une voleuse de bijoux. Et en fait, on nous explique que c'est une nana qui est malade, enfin elle a des genres de migraines en gros, qui la couche, donc elle consomme de l'opium pour atténuer les douleurs, et en fait elle n'a pas le droit de mal se marier, donc elle doit intriguer pour bien se marier. Je pense que c'est surtout pour un peu sauver sa peau entre guillemets. Il y a tout ce personnage là qui va prendre une autre dimension que juste ça, que je trouve intéressante, et que j'ai envie de savoir ce qui va advenir de ce personnage s'il a survécu dans le livre suivant. On a un petit peu de développement du roi. Le roi que Kéléana soupçonne d'avoir banni la magie pour la détourner en fait et que ce soit le seul à la pratiquer. Donc ça, je vous dirai rien. Et en fait, comme dans un palais d'épinay de rose on a très rapidement faire l'héroïne qui est retirée de son milieu naturel, on va dire, qui est jetée dans un monde de magie. C'est une magie qui va être assez discrète au début, et c'est expliqué pourquoi, qui sera par la suite beaucoup plus riche. Beaucoup plus riche dans la mesure où il y aura beaucoup plus de démonstrations de magie, beaucoup plus de créatures. On est un petit peu là-dedans dans Kéléana, mais pour d'autres raisons. Il y a des objets qui sont potentiellement magiques, il y a des signes qui sont tracés au sol, il y a peut-être des gens qui pratiquent la magie. Et c'est un peu comme si tout ce qui est magique, créature,
était là sans être là. J'en dirai pas plus. Mais j'ai trouvé que c'était quand même plutôt bien fait. Ça se tenait, vous voyez. Et j'ai un peu l'impression d'avoir quand même lu une grosse introduction de l'univers. J'ai franchement envie de lire la suite. Donc je ne suis pas totalement emballée, mais j'ai trouvé ça sympa. Je trouve que ça fait le job, comme je disais. Franchement, je vous le conseille. Si par exemple vous n'avez jamais lu de fantasy, allez-y. C'est facile à lire. C'est pas compliqué. Ça va. Ça va. Mais si vous êtes mineur, ou si vous êtes les parents, grands-parents, bref, de quelqu'un qui est mineur, renseignez-vous bien sur les tomes ultérieurs parce que je ne sais pas si il y aura des interdictions ou s'il déconseille la lecture au public non averti par exemple, ce qui est une grosse litote pour dire qu'il peut y avoir des scènes graphiques sur le plan sexuel ou des scènes graphiques sur le plan de la violence. Donc n'hésitez pas à vous renseigner. Pour le moment, j'ai trouvé que c'était quand même relativement assez sage. Niveau sexuel, comme je vous disais, c'était des bisous. Des bisous et des mains tenues. Donc ça va, c'est chaste. Et en termes de violence, oui, il y a quand même une compétition. Mais on n'est pas dans une compétition à l'Highlander, entre guillemets. On n'est pas dans les Hunger Games où c'est le dernier qui survit. Là, on est plus dans quasiment un truc sportif, en fait. C'est des gens qui font quasiment une compétition sportive. Il peut effectivement y avoir des morts, mais ils font de l'escalade, ils font du tir à l'arc. Il n'y en a pas tant que ça en plus. J'ai pas trouvé ça chiant, franchement, à lire. Parce que ça peut être très chiant, hein. Les trucs de genre là, moi ça me saoule rapidement. Mais si vous voulez, on est quasiment sur de la compétition sportive. Ils sont pas censés s'entretuer et que ce soit le survivant qui gagne. Donc voilà. Donc pour le moment, j'ai trouvé ça quand même plutôt... Ça se tient. C'est maladroit, c'est débutant, mais ça se tient. Et c'est même plutôt prometteur. Après, à voir ce que ça donne par la suite. Alors, je ne peux pas me prononcer pour le moment. Donc oui, je lirai la suite. Mais je pense que je vous en ferai un retour quand si j'ai tout lu ou justement si je continue la lecture et que je cale à un moment et que je vous dis bon en fait j'ai pas eu la suite parce que ça m'a gonflé. Et il me semble que mais on n'a pas la réponse dans le tome 1 ou alors je suis passée à côté. Parce que j'ai pas des grands souvenirs d'Akota et compagnie. Mais il me semble que que les deux univers coexistent. Je sais pas si c'est dimension parallèle ou je sais plus du tout. Ben, j'irai farfouiller sur les wikis. Mais ouais, je suis contente. Plutôt bonne impression, c'était sympa. Donc voilà. Je vous laisse là. Je vous souhaite... merci beaucoup de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne journée. Rêvez tout grand, lisez tout plein, prenez soin de vous. Et comme moi, le conseil que je vous donne, moi qui suis pas en tip-top forme, c'est normal, hein. Et quand ça va pas trop, essayez de trouver des choses qui vous font aller un peu mieux. Vous passer un petit coup de pommade, quoi. Prenez soin de vous. À bientôt. Salut.